Bonjour tout le monde, bienvenue. On va commencer bientôt. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, bienvenue à notre webinaire consacré à la plateforme CRM HubSpot. Plus qu'un simple outil de gestion de relations clients et de marketing automatisé, la plateforme permet de dynamiser la collaboration entre vos équipes de vente et de marketing. Donc, les différents invités aujourd'hui vous expliqueront comment HubSpot les a aidés au quotidien et les aide encore aujourd'hui. Comment l'utilisation de la plateforme est devenue un incontournable pour atteindre leur objectif de marketing et de vente. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les trois panélistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Alexandre Gauthier, qui est président de groupe CRO. Au fil de sa carrière, il a eu la chance d'introduire au marché bon nombre de technologies pour des grandes entreprises de télécommunications canadiennes. Puis aujourd'hui, chez CrowTalk, c'est une plateforme en fait de télécommunications info-nuagique qui aide des dizaines de milliers d'utilisateurs à optimiser leur communication client dans 10 pays. Le mantra d'Alexandre, c'est de créer la première entreprise de télécommunications véritablement aimée de ses clients. Donc, bienvenue Alexandre avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le deuxième invité, Yann Mark, qui est un full stack marketer avec plus de 10 ans d'expérience internationale et de réussite dans des startups, dans le e-commerce, dans des agences, dans des SAS et dans le high-tech. Il est passionné notamment pour l'acquisition, l'automatisation, le marketing technique et la créativité. Puis Yann fait ressortir le meilleur des équipes de marketeurs, développeurs, gestionnaires de projets et commerciaux. Il travaille actuellement chez l'entreprise Easy Movie. Bienvenue Yann, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Salut. Et la troisième personne est Max Trudel, qui est chargé des opérations et de relations avec la clientèle chez Voilà, une entreprise offrant des logiciels de gestion des horaires et des temps et de présence depuis 2016. Avant de se lancer dans ce nouveau projet, Max a offert ses services comme consultant en gestion stratégique des entreprises, en plus de diriger plusieurs agences et départements de services numériques en tout genre. Il a ainsi eu la chance de contribuer à la transformation numérique et au marketing de nombre d'entreprises, incluant Adidas, la Banque nationale, Cogeco Média et nombre de PME de divers secteurs. Max partage également ses expériences avec les entrepreneurs établis et en devenir de diverses manières en tant qu'animateur radio, enseignant à l'Université de Sherbrooke, auteur et conférencier. Donc, merci Max d'être avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Donc, je vais débuter avec la première question pour notre panel. On va se lancer tout de suite dans le cœur du sujet. Quel est l'élément déclencheur qui vous a poussé à vouloir implanter une plateforme CRM et marketing comme HubSpot au sein de votre organisation? Donc, Max, c'est toi qui commences. C'est en plein ça qui nous a poussé à le faire, honnêtement. Lancer la business, commencer. Moi, j'avais fait beaucoup justement de consultations avant, donc on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va être cordonnier mal chaussé dès le début. Et de la minute où on a commencé à démarcher, à faire des ventes, on a installé HubSpot, puis c'était honnêtement facile. Il y avait la version CRM gratuite offerte à tous. Donc, on a été capable de mettre ça en place pour avoir de coûts inutiles dès le début, fait capable de documenter tout ce qu'on faisait. Centraliser ça dans HubSpot, puis on a pu grandir avec la plateforme. Donc, il n'y a pas eu de gros déclencheur de notre côté. C'était vraiment de s'assurer qu'on partait du bon pied. Est-ce que le pricing au niveau de HubSpot for Startup, ça a été un élément aussi déclencheur un peu dans tout ça? Peu importe le prix. Ça nous a permis de suivre vraiment notre stratégie, parce que c'est sûr que le coût d'HubSpot aurait pu être prohibitif. Quand tu as un vendeur, deux vendeurs, au début, puis à peine de lead, tu testes encore ton marché.
Ouais. Ça peut être dur de se payer une plateforme à plusieurs centaines de dollars, mais là, on avait un rabais, je pense, de 90 ou quelque chose comme ça. C'était assez majeur. Fait que, dès les premiers vendeurs, on a pu les encadrer, mettre ça là. Et c'était souvent des gens à temps partiel, des stagiaires, donc il y avait beaucoup de roulement, puis ça a honnêtement sauvé probablement plusieurs comptes de pouvoir avoir l'outil en place en même temps. Là. Ouais, je comprends. Je pense qu'on a encore un rabais startup plus évidemment 90 mais avec la pandémie, ils ont été assez généreux là-dessus, puis ils nous ont étendu ça pour une couple d'années. Là. Ah oui, OK, super. Puis de ton côté, Alexandre, c'est quoi les éléments déclencheurs qui a poussé à implanter une plateforme comme ça? En fait, c'est la perte. C'était quand même dans les débuts, dans les 3 premières années de l'organisation. On venait de perdre notre seul vendeur. Donc, je me suis retrouvé à reprendre ce chapeau-là. On était déjà implanté dans une plateforme CRM compétitrice avec laquelle on avait beaucoup de succès, mais on avait besoin de quoi de outside of the box, de pouvoir justement travailler beaucoup en automatisation et HubSpot avec tout le système de séquences, le système d'intégration avec Gmail m'a permis en fait de remplacer pratiquement le temps qu'on se repositionne et qu'on retrouve une ressource pour pouvoir continuer. C'était vraiment un gain d'efficacité qu'on recherchait. Et on était en effet un peu désespérés. Donc, le prix d'HubSpot, on était encore, on aurait été capable d'aller chercher un rabais, le rabais justement pour les startups. Ça nous est passé, c'était vraiment là ou jamais. Donc, on a sauté avec HubSpot professionnel rapidement au niveau des ventes. Puis après ça, on a suivi avec les autres produits là, pour chercher l'automatisation. OK, super, merci. Puis de ton côté, Yann? Pour mon côté, c'est un peu différent parce que moi, je pris HubSpot en plus d'un autre CRM. Donc, nous, on est d'habitude parti d'un écosystème, on ne peut pas quitter le CRM actuel. Et on est chanceux aussi d'avoir une position de Revenue Operations qui orchestrait pas mal tous les tech stacks. Par contre, moi, j'introduis la notion d'utiliser HubSpot ainsi que son CRM une fois qu'on a commencé à avoir beaucoup de demandes de démos comme partie des efforts marketing. Ça ne suffisait pas de connecter autant des automatisations. Tu passais par Zapier, les calendriers, ça ne marchait pas. Il y avait toujours décalage. L'expérience, elle n'était pas optimale. Et certainement, le coût et la scalabilité des modules de HubSpot nous a permis de prendre HubSpot CRM ainsi que garder le CRM qu'on avait. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est pas remplacé. Et vraiment, c'était la simplicité de mettre tout le processus de la source jusqu'à la fin dans le même système, dans la même expérience HubSpot qui nous a permis de prendre les systèmes sans laisser de côté l'autre et surtout sans la résistance de changer un CRM, un système avec plus de 80 commerciaux à travers ces 5 ans. Il y avait beaucoup de résistance, évidemment, à changer. Oui, j'imagine. 80 quand même. C'est un gros projet. Puis, passer à la prochaine question, en fait, vous avez répondu un peu, mais on va continuer dans le même sens. C'est de quelle façon la plateforme HubSpot vous permet-elle de gagner en efficacité, puis au niveau des ventes et aussi au niveau du marketing? Donc, Alexandre, c'est toi qui commence cette fois-ci. Excellent. Donc, en fait, il y a tant la plateforme HubSpot et son écosystème. Donc, tout le système d'inbound marketing, la documentation. Pour nous, lorsqu'il est venu le temps de faire, on a commencé à implanter évidemment Catimini, la plateforme HubSpot. On a pris ce qui venait avec la machine, et on a des petits workflows et compagnie. Par la suite, on a évidemment fait des nouvelles embauches et comme on double notre entreprise à peu près depuis le début sans cesse, ça nous permet justement d'aller chercher toutes les meilleures notions, tant au niveau de l'académie. Donc, on utilise beaucoup HubSpot également pour son écosystème de formation, son écosystème de sales process. Et maintenant, on ne s'est pas cassé la tête, on utilise celui d'HubSpot. Donc, on sauve beaucoup de temps, tant au niveau de la création de documentation, programme de formation. Et ensuite, on a toute la documentation nécessaire pour former les gens à utiliser HubSpot de manière la plus efficace possible. Fait que oui, ça nous a permis évidemment, ayant la formation, on traîne mieux, donc l'adhésion. Et ensuite de ça, comme on suit les recommandations HubSpot, on s'assure d'utiliser, je pense, l'outil à son plein potentiel là, au niveau tant au niveau de nos follow-up et compagnie. Super. Puis de ton côté, Yann, comment la plateforme permet de gagner justement en efficacité au niveau des ventes marketing? Pour moi, ça m'est dit, je vais dire, l'enfer pour tout marketeur, c'est toujours l'alignation des leads avec sales. Et qu'est-ce que tu fais au moment de passer aux équipes commerciales à tous les leads? Et ça m'a permis précisément d'accélérer le processus dans cette côté.
Je n'ai pas besoin, par exemple, d'administrer toutes les licences individuellement. Je mets toute l'équipe commerciale, on a tous accès, on n'a pas besoin d'administrer, d'échanger, de payer plus de licences ou de s'en faire à ce niveau. Et d'un autre côté, ça nous a permis aussi de synchroniser les agendas de chacun avec le CRM et avec le site web. Donc, encore une fois, l'expérience est optimale, mais au niveau de automatisation, assignation, par exemple, quand il y a un nouveau membre de l'équipe, on peut assigner facilement les leads de façon automatique. Et nous, on est une équipe qui travaille la moitié en Europe, la moitié aux États-Unis. Donc, littéralement, on est 24/7. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de demander des informations, des renseignements. Donc, l'automatisation, elle est devenue très puissante. Qu'est-ce qu'on n'avait pas avant? Parfait. De ton côté, Max? J'irai même pas dans les workflows, tout ça. Nous, c'est toutes les petites fonctionnalités à droite, à gauche qui, à la base, nous ont fait sauver tellement de temps d'avoir ton CRM directement dans ton Gmail, pouvoir créer tes tâches à partir de tes courriels directement. Tous ces petits outils-là, le lien calendrier qui permet d'avoir tout de suite les meetings, les demandes, avec le chat aussi. Quand on est fermé, on envoie tout de suite. Les gens nous bookent dans notre calendrier le lendemain matin. On n'a pas la chance d'être 24/7 de notre côté, mais au moins dans la soirée, bien, les gens bookent déjà des 15 minutes avec notre support le lendemain. Donc, ils se sentent pris en charge, ils se sentent encadrés. C'est tous ces petits outils-là, tous ces petits bonbons-là qui ne sont pas nécessairement la raison pour laquelle on a acheté HubSpot, mais c'est un peu la raison pour laquelle tout le monde à l'interne l'aime parce que ils n'ont pas besoin d'entrer l'info tout le temps double, ils n'ont pas besoin d'aller créer des choses à droite à gauche. Tout se fait tout le temps à partir de où tu es dans tes autres logiciels. Fait que pour ça, c'est un gain de temps qui est assez impressionnant. Là. Ah, oui, je comprends. Comme par exemple le branchement avec Gmail, ces choses-là, là, ou avec Outlook. Là, donc, ça fait effectivement sauver beaucoup, beaucoup de temps. Puis, Yann, tu as touché un peu à la prochaine question. Donc, ça va être, je vais te l'envoyer. C'est comment l'automatisation marketing contribue à la rentabilité de vos équipes de marketing et de vente? Ben, c'est très important de définir, je vais dire, un groupe. C'est quoi l'automatisation dont on a besoin? Parce que fortunément, HubSpot, il est très puissant, très robuste en tant que plateforme. On peut automatiser tout, mais parfois, ce n'est pas la décision la plus saine. Donc, de mon côté, je pense que l'automatisation de marketing, elle peut arriver au niveau de workflows, mais aussi au niveau des mappings avec des autres outils. Bon, par exemple, si tu utilises déjà des autres outils comme LinkedIn Sales Navigator ou par exemple comme ZoomInfo pour la prospection commerciale, c'est très important de mapper avec toi l'intégration HubSpot. Donc, tu prends le marketplace, c'est gratuit, tu connectes des licences qui sont déjà payantes ou non. Mais le plus important, tu décides depuis le début comment est-ce que tu veux que les données vont courir d'un côté à l'autre. Si tu fais ça au niveau de l'automatisation, je pense que c'est les côtés les plus nobles de l'automatisation HubSpot parce qu'après, tu peux les reprendre dans un workflow, dans une petite activité, même au niveau de la liste des contacts, la segmentation que tu fais. Mais c'est très important d'avoir la visibilité de comment tu fais les mappings. Et c'est click and drop. Il n'y a pas de logique derrière avec des autres systèmes plateformes, les sync mapping. Vraiment, ça prend un consultant pour savoir comment les faire, comment connecter une chose avec l'autre. Salesforce, c'est vraiment intuitif et surtout visuel. Donc, pour moi, l'automatisation commence avec les sync, les selective sync, et on peut choisir exactement quoi synchroniser et quoi toucher pas. Donc, vous synchronisez, vous autres, le CRM Salesforce avec HubSpot, c'est ça? Et les outils de prospection de vente. On a pas mal, par exemple, je l'avais dit, Lusha, SalesLoft, ainsi que Zapier, ZoomInfo. Et tout ça, c'est pour des différentes fonctions dans les processus. Donc, quand tu fais les mappings, tu es assuré que s'il y a une donnée, elle ne va jamais toucher ou modifier, où il n'y a pas de coquilles au niveau des données. Oui, je comprends. De ton côté, Alexandre, comment l'automatisation marketing a contribué à votre rentabilité? En fait, nous, on fait des trade shows. Donc, évidemment, au niveau des trade shows, on a la liste des participants dans une industrie qui est quand même assez de niche. Donc, de pouvoir créer nos listes marketing, de pouvoir après ça abonner sur des séquences prédéfinies ces participants-là, de pouvoir transformer en fait une prospection plus en mode inbound, donc que les gens nous contactent. Ça nous permet de sauver un temps fou, donc d'envoyer par représentant dans une semaine du 2000, 3000 emails. C'est faisable avec un outil comme HubSpot. Donc, et les gens, ce qui est vraiment génial, ne voient pas ce email-là comme un email marketing. On est dans une industrie qui ne tolérerait pas de se faire spammer
du tout. C'est une industrie qui est assez conservatrice. On travaille, notre clientèle est principalement des cabinets d'assurance. Donc, et HubSpot amène cette mécanique-là, cette personnalisation. Et lorsqu'il y a un reply, un meeting qui va se booker automatiquement avec nos représentants, ben, la séquence va arrêter. Donc, on évite donc d'avoir beaucoup de data entry à faire. Et encore là, dans les fonctions vraiment de base de HubSpot. Et après ça, au niveau des landing pages qui se personnalisent en fonction, parce qu'on est rendu avec la suite CMS. Donc, se personnalise avec le contenu qu'on obtient du formulaire. Ben, encore là, on va chercher une personnalisation de notoriété qui est vraiment intéressante pour le storytelling qu'on amène aux clients et de pouvoir s'assurer post-trade show. Donc, on n'a aucun appel qui sort. Nos agendas de nos représentants sont complètement bookés mur à mur. Donc, on va chercher l'efficacité, on les embarque ensuite de ça en webinaire et on vend sans même se déplacer. Là, et ça c'est vraiment, c'est dur, c'est dur de demander de mieux que d'avoir des agendas pleins sans travailler. Là. C'est clair. Puis de ton côté, Max, l'automatisation marketing, est-ce que vous l'utilisez quand même? C'est un peu dans le même sens. C'est de s'assurer que chaque lead qui rentre est pris en charge. Puis je voyais la question là, de quelqu'un dans l'auditoire qui demande est-ce que ça se traduit en vente. C'est pas tant des dollars ou des ventes additionnelles pour nous, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas justement une opportunité qui tombe entre deux cracks ou on n'a pas assez de vendeurs pour revenir assez vite. Bien, il y a tout de suite un courriel, il y a tout de suite une prise en charge, puis on est capable un peu d'alterner entre les courriels très marketing avec un beau branding, tout ça, et des courriels vraiment directs, envoyés de manière semi-automatisée, personnalisée, avec des séquences de courriels. Donc, on est capable d'aller chercher cette double dynamique-là où ben, un petit compte est capable d'aller créer son horaire, créer son bloc voilà, là, son compte par lui-même avec des côtés plus automatisés. Puis à côté, on est capable d'aller diverger notre clientèle de taille entreprise vers nos vendeurs puis de prendre en charge vraiment ces deux dynamiques-là là, en parallèle avec tous les outils qui sont inclus d'automatisation ou de semi-automatisation dans certains cas. Donc, on est vraiment capable de s'assurer que tout le monde est pris en charge de la bonne façon puis de closer plus de deals. Là. Puis, la prochaine question, Max, est pour toi. Là, comment HubSpot peut aider pour assurer un meilleur alignement et un taux d'adoption des équipes de vente et de marketing? Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. Pour nous, c'est vraiment le fait que les vendeurs n'ont pas besoin de fermer leur logiciel, aller dans le CRM, tout documenter manuellement, bouger. HubSpot fait déjà tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise. Fait que les deals peuvent bouger par eux-mêmes presque ou à même ta boîte courriel. Tu peux aller changer le statut, le pipeline, tout ça. Donc, ils apprécient de vraiment se faire simplifier leur job au maximum. Au-delà d'avoir accès à l'info, leur dossier, tout ça, ce que pas mal n'importe quel CRM ferait, ben, tu peux le faire à partir de où tu es, que ce soit l'app mobile, que ce soit ta boîte courriel, que ce soit peu importe. Puis je pense que c'est là qu'ils aiment beaucoup plus là, un logiciel comme HubSpot. Au niveau du reporting, ben, c'est la même chose. On est capable de créer toutes les vues, tous les rapports qu'on a besoin. Donc, ça te sort un Excel qui est déjà préformaté ou presque. Tu ajoutes une table de pivot à la limite, mais tu as toujours les rapports que tu as besoin. Donc, autant pour le management, autant pour mes vendeurs, autant pour moi qui est un peu au milieu des fois de tout ça, de différents chapeaux. On est capable d'avoir vraiment tout ce qu'on veut à portée de la main tout le temps. Ouais. Là, pas dur à vendre à l'équipe. Vas-y, Yann. Je voudrais complémenter pour mettre en avant l'application mobile de HubSpot. Pour moi, c'est vraiment performant au niveau qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le marché. J'étais capable de faire d'un sort que toutes les demandes de contact avec mon équipe commerciale, ça prend plus de 10 minutes pour un être occupé. Donc, c'est très, très important parce que directement depuis l'application, tu as l'aperçu d'ensemble. Puis, tu peux, au niveau manager, suivre exactement autant de demandes, autant d'activités dans ton équipe. Mais quand tu es un commercial, avec un bouton, tu peux accéder à un appel. Avec un bouton, tu peux envoyer un email depuis ton application. Tu n'as plus besoin d'aller d'une application à l'autre. Tu n'as pas besoin de, par exemple, copier un email et après aller sur ton email et après envoyer l'email. Tu peux le faire tout dans l'application. Et donc, prendre contact téléphone, prendre vidéo appel et envoyer et recevoir des emails, tu peux tout le faire depuis l'application mobile. Même au niveau opératif financier, on n'occupe pas autant de données pour le plan mobile.
Et ça nous a permis vraiment que la résistance qu'il avait encore au niveau de commercial, les déplacements, le temps de prise en charge des contacts a été diminué parce qu'on peut prendre contact tout de suite, n'importe quel moyen, via l'application HubSpot. Donc, l'adoption, tout le monde l'aime. Au niveau visibilité, tu l'as. Au niveau, tu peux l'utiliser sur les champs. Voilà. Ouais, une des clés, dans le fond, c'est de rendre leur vie, leur travail plus facile. Donc, c'est comme ça. Ils vont avoir un avantage assurément de l'utiliser parce qu'ils sauvent du temps, puis ils vont peut-être oublier moins de trucs, tout ça. Donc, c'est un système aussi de rappel vraiment efficace. Je vais passer à l'autre question. Si vous aviez le pouvoir d'ajouter des fonctionnalités au module existant, ce serait lesquelles, Alexandre? J'irais, selon moi, ce serait dans HubSpot même d'avoir une gestion des courriels entrants, donc via HubSpot plutôt que d'y aller via Gmail. Je sais que ça va très bien avec Gmail, mais de l'avoir un peu comme une mailbox de groupe, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir cette fonction-là, comme on va connecter le canal Facebook et compagnie. Donc, je l'avais dans l'ancien CRM et on aimait ça. Ouais. Je t'entends réagir, peut-être qu'on n'est pas Oui, mais convaincu de c'est quelque parce que chose. dans le fond, tu l'as, la fonctionnalité pour les courriels entrants, mais de groupe, peut-être pas. Mais Non, tu de groupe, on ne l'a pas. peux gérer les courriels entrants avec HubSpot. C'est OK. un peu intrusif, mais oui, tu peux le faire. La majorité du temps, quand tu connectes ton inbox, ils ne te le demandent pas tu sais, c'est la sortie qui va être connectée, Ouais. mais tu peux aussi le connecter pour les entrants. Donc, tu sais si la personne, par exemple, elle t'a répondu à ton courriel ou pas. Puis même si tu n'as pas tracké le courriel, si la fonctionnalité, elle existe. OK. Bon à savoir. On en rediscutera après. Donc, puis on essaie de toujours garder les représentants le plus possible dans HubSpot. On veut, oui, très bien intégrer Gmail, mais si on peut les garder vraiment, le but, c'est de sauver le plus de temps possible, donc pour avoir le retour sur investissement maximal. Donc, on regardera cette option-là avec plaisir. Oui, de groupe, je ne sais pas, mais il y a moyen, en fait, mais on verra. Puis de ton côté, Max, pour d'ajouter une fonctionnalité, des fonctionnalités, ce serait quoi? Qu'est-ce qui manque à HubSpot, selon toi? Ben, niveau vente et marketing, c'est assez complet. Je te dirais qu'il y a certains tracking de sources des leads qui parfois sont un petit peu louches ou doivent être faits manuellement, là, pour le dire comme ça. Mais nous, ça a vraiment été plus au niveau support, là, au niveau du module de service qu'on avait vu certaines lacunes. Au niveau de l'intégration avec nos systèmes tiers, ça nous créait des tâches, des tickets de développement, mais qui n'avaient aucune catégorisation, aucun tagging qui pouvait suivre avec ça. Donc, c'est vraiment plus ce module-là qu'on a trouvé un petit peu qui ne répondait pas, là, je dirais, à nos besoins. Pour ce qui est de vente et marketing, c'est honnêtement assez complet. Au pire, on va aller compenser avec des intégrations, des systèmes tiers, mais les intégrations sont là, sont assez plug and play là-dessus. C'est sûr que si on reste dans cette dynamique-là, il n'y a pas grand demande additionnelle de notre côté. Là. Super. Puis de ton côté, Yann, les fonctionnalités? Pour moi, c'est vraiment au niveau visualisation des données. Peu importe si c'est la service sales ou la service vente, tu ne peux pas faire vraiment des analyses approfondies aujourd'hui parce que c'est tellement simple l'utilisation que quand tu veux ajouter plus de complexité dans les analyses à la fin de l'année, par exemple, c'est vraiment difficile. Il faut les sortir des HubSpot, il faut les faire à la main. Je me rends une intégration directe avec Data Studio, par exemple. Aujourd'hui, j'utilise un connecteur payant de Baremetrics pour le faire moi-même parce que moi, je veux, par exemple, savoir à partir d'une page combien de fois est-ce qu'un formulaire il a été vu, après combien de fois il a été soumis et après ça, c'est comment est-ce qu'on connecte les opportunités avec. Donc là, il y a 6 types de rapports que j'utilise à travers le module de marketing et de sales. Et j'ai vraiment besoin de voir tout ça ensemble pour me dire une histoire linéaire. Et bon, voilà, au niveau des visualisations, encore une fois, j'aimerais une intégration plus native avec Power BI, Tableau, Data Studio pour faire plus facilement l'histoire des données. Je pense que tout est là, mais c'est tellement simple qu'on a un rapport prêt à apporter, prêt à utiliser, mais qu'est pour marketing, qu'est pour sales. Et il nous manque vraiment la cohésion. Ben, comment est-ce qu'on part aujourd'hui avec Alex, avec un CEO? Comment est-ce qu'on t'explique l'histoire complète si ce n'est pas toi qui le fais? Oui, je comprends. Puis, HubSpot, est-ce qu'il vous aide à faire une meilleure segmentation de vos contacts puis pour être plus efficace, justement? Ben, Yann, est-ce que vous faites une bonne segmentation de vos contacts avec HubSpot? Ouais, je voulais des défi de, bon, tout le monde, on vous est lancé à la nouvelle tendance, account-based marketing. Et donc, tout le monde m'a dit immédiatement, HubSpot, c'est pas fait pour ça. Il y a des logiciels spécifiques pour ça. Je dis, attends,
À la base, la segmentation, qu'est-ce qu'on veut? Il y a la psychographique, il y a la démographique et en plus, il y a tous les outils que tu peux utiliser pour les faire, comme Segment, Twilio, etc. Donc, à la fin, on était capable de les faire avec HubSpot. Je vais dire aujourd'hui, la segmentation, on utilise la fonction native de lead scoring. On utilise les champs et les champs customisés. Donc, je crée des champs à la main dans les volets contact, dans les volets compagnie. Et ensuite, on a aussi des différentes règles d'automatisation. Donc, par exemple, je n'ai pas besoin, je suis très fier de ça, je n'ai pas besoin de demander aux gens à chaque formulaire, c'est quoi ton pays? Parce que je vais prendre la fonction native de HubSpot de IP Country et je vais la traduire en valeur. Donc, j'étais capable de faire des segmentations avec des options qui sont déjà natives en HubSpot si tu prends le temps de le mettre avec la valeur que tu veux traduire. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est très puissant. Tu n'as plus besoin d'un software sophistiqué parce que tous les infos sont déjà captivées par HubSpot en mode natif. Je comprends. Puis de ton côté, Max, est-ce que vous faites une meilleure segmentation grâce à HubSpot? Bien, clairement, on est capable de vraiment segmenter par source, par géographie, puis d'assigner ça à nos vendeurs beaucoup plus rapidement. Là, je pense qu'Yann a parlé un petit peu déjà de tout ça, mais c'est d'être capable de revenir à tout le monde, de l'assigner à la bonne personne pour qu'on puisse revenir à n'importe quel lead en moins de 5 minutes ou 10 minutes dans certains cas. Autant que possible, puis d'avoir sinon un backup qui est une automatisation qui va au moins donner un certain signe de vie si jamais on a un lead qui rentre à 2 heures du matin et que personne n'est disponible. La personne, au moins, elle ne pense pas que ça tombe dans deux cracks. Puis, exactement. Puis, il est personnalisé parce qu'il a déjà été assigné à un rep selon la catégorisation de ce lead-là. Donc, c'est la même personne qui va pouvoir lui revenir après. Fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on a pu mesurer à date, cette assignation-là, mais c'est sûr qu'au niveau opérationnel, bien, ça nous aide à revenir beaucoup plus rapidement quand la personne devient disponible. Il y a une question qui est rentrée. Je vais voir s'il y en a un d'entre vous qui a la réponse, mais est-ce que les contacts HubSpot peuvent être facilement connectés à un ERP? Si oui, lequel? Puis s'il y a une opportunité est gagnée, est-ce qu'elle peut être un entrant à un ERP? Moi, je peux parler d'une expérience, un projet il y a 2 ans. C'était connecté avec NetSuite. NetSuite, il n'y avait pas les modules CRM, c'était juste les modules ERP. Et oui, HubSpot est très intelligent au niveau de CRM, Sales. Alex, en fait, c'est lui qui l'utilise tous les temps, mais il y a les étapes de l'étonnoir. Donc, tu peux voir les pipelines de tes commerciaux, les étapes des ventes. La seule chose à faire quand tu vas intégrer un système ERP, c'est dire à quel moment est-ce que tu veux que l'intégration commence. Tu veux depuis la prospection, tu veux que la connexion commence à partir du pipeline ou tu veux déjà une fois sous la facture avec le revenu. Une fois que tu as défini, encore une fois, c'est juste des checklists et des drop-down des champs assez faciles et visuels. Tu fais ton mapping et ça va prendre du temps, la connexion. Au niveau limitation technique, il n'y a pas tant. C'est juste à toi. Et si jamais demande la personne technique de ton équipe, si tu veux faire l'intégration tout de suite, je te recommande de les faire un jour à la fin de la semaine pour ne pas prendre beaucoup de bandes passantes. Et sinon, tu peux les faire peu à peu. De cette façon, tu t'assures que ton ERP continue à marcher absolument complètement bien. Ça s'appelle API Calls. Et donc, tu as la bande passante pour synchroniser tout en real time, comme il devrait marcher depuis le début. Et avec HubSpot, il ne va pas prendre autant de cette bande passante pour synchroniser toutes les infos qu'il y a dans les deux plateformes. Puis également, nous, ce qu'on a fait avec, en fait, tout notre système de commande est fait via les API de HubSpot. On a notre système maison, on a un système de facturation qui n'est pas très commun dans l'industrie. Donc, on a un système de quote, on n'utilise plus les systèmes de quote de HubSpot. On s'est fait un module en ligne. Donc, le client, bientôt, c'est pas encore disponible sur le site web de faire l'abonnement en ligne, le onboarding, mais que tu parles de HubSpot ou que tu parles du web, toute l'information est jointe, mais par des appels au niveau de l'API. Okay. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est puissant au niveau des API de HubSpot également. Mais ça demande des développeurs. Oui. Je sais qu'il y a certains ERP qui se connectent, il y a des connecteurs qui sont déjà accessibles, développés, mais il y a moyen aussi de développer des connecteurs avec API. Là. Avec Operation Hub aussi, tu as des data sync intéressants avec certains ERP. Mais je
Je n'ai pas les noms sous la main, là, mais il y en a, ça, je sais qu'il y en a. Au pire des cas, il y a une intégration vraiment, vraiment développée, un partenariat en fait entre HubSpot et Zapier. Donc, tu as 3 connexions gratuites professionnelles avec Zapier, avec un compte gratuit. Et tu peux connecter donc ton ERP avec Zapier. De cette façon, ça va marcher assez facile. Pas besoin d'intégration technique. Ça va prendre un peu plus de temps pour développer, mais pas de besoin de déployer toi à la main les deux plateformes. Oui, ça aussi, c'est une autre option intéressante. Ouais. Je vais passer une question, je vais passer à l'autre. Comment HubSpot peut être utile à toute l'entreprise, pas seulement à des équipes de marketing et de vente? Donc, Maxime? Max? Et comment ça peut être utile à toute l'entreprise? Au niveau management, ça nous donne un suivi de nos forecasts, de nos ventes. On est capable de faire une meilleure planification des budgets de chaque département à partir de ça. Meilleur suivi auprès de nos investisseurs aussi. Quand c'est le temps de faire du reporting, on est capable vraiment de donner un portrait vraiment complet de ce qui se passe à l'interne, à nos investisseurs, mais aussi à nos autres départements pour un niveau de transparence. Nos développeurs sont tout le temps intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe aux ventes, d'où ça vient, ces demandes-là, tout ça, mais ils peuvent voir vraiment le suivi de tout ce qui est en cours là-dessus. Donc, tout le monde est un petit peu plus efficace là-dessus. Je parlais aussi du support. On utilise quand même certains modules, le chat, tout ça, qui est intégré à même nos canaux Slack. Donc, si un agent de support pose une question à mon équipe technique, qui est mon support de niveau 2, ils peuvent aller dans Slack, voir tout de suite toute la conversation du chat. S'il leur manque des infos, ils peuvent même aller interagir directement avec le client de ce côté-là. Donc, tout le monde a un accès direct ou indirect là, à HubSpot jusqu'aux finances s'ils ont besoin de quoi que ce soit au niveau de la facturation, recouvrement, quoi que ce soit d'autre. On a d'autres dashboards à côté. Mais jusqu'à notre produit, on parlait d'intégration API, est connecté à HubSpot. Donc, on est capable de suivre les fins de free trial, on est capable de suivre tout ce qui a été ajusté dans les comptes de nos clients, les volumes d'utilisation, tout ça dans HubSpot. C'est dans ma fiche d'entreprise directement, donc on n'a pas à aller partout. Puis tout le monde se retrouve là-dedans. C'est vraiment le point central au niveau de data client, là, je dirais. En théorie, tu pourrais créer des tâches automatiques à des vendeurs, mais donc le trial est terminé ou la personne n'est pas active dans le logiciel, ça pourrait aller jusque-là. On a pas mal de choses dans le genre là, qui sont en place, effectivement. Quand quelque chose arrive à la fin, il n'y a pas une carte de crédit encore, ben, souvent c'est un oubli. Fait qu'on s'assure d'aller vraiment appuyer là, le client pour pas qu'il y ait un arrêt de son service, parce que bon, on gère les horaires, les feuilles de temps, la paye. Si on oublie de mettre la carte de crédit à la fin d'un essai gratuit, ben, il y a peut-être un employé qui ne se fera pas payer 2-3 heures. Là, s'ils sont déjà à ce niveau-là dans leur implantation. Donc, c'est important de s'assurer qu'on les spotte. Oui, puis de spotter ceux qui sont actifs, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas activé, mais c'est juste parce qu'en fin de compte, ils ne l'activeront pas. Mais bon, c'est super. Oui, il y a une question de rattraper des opportunités aussi de ce côté-là, mais dans notre flow de vente, c'est souvent plus des erreurs si tu es rendu à la fin là et que. Ils n'ont juste pas rentré encore, ou ils ont oublié, dans le fond, au moment où ils l'ont demandé, ils ne pouvaient pas le faire, puis ils ont oublié de le faire plus tard. Je suis allé demander la carte de crédit aux finances la semaine passée, puis ça m'a sorti de la tête. On est rendu dimanche, puis c'est là que mon essai finit. On en avait là, avant des appels un dimanche en panique. Ben, ça arrive presque plus. Ouais. Puis de ton côté, Yann, est-ce que c'est utile à toute l'entreprise, pas seulement? Ouais, j'ai un cas un peu atypique parce que nous, on fait tous les hostings du site web. On doit être bilingue. Donc, c'est très important les côtés, par exemple, marque employeur et opération. Peut-être, évidemment, il n'y a pas un lien avec les côtés commerciaux de HubSpot, marketing et sales. Mais moi, j'apprivoise l'opportunité de marketing de séparer les types de contacts qui sont marketing, sont facturés parce que tu vas faire des choses commerciales avec ces contacts-là. Et j'ai toute une liste de critères automatiques à appliquer. Par contre, on a tous les contacts de toute la base de données. Donc, je peux importer les ERP, les CRM. Et juste pour répondre à une autre question qu'il a eue, oui, tu peux utiliser des autres CRM. Donc, par exemple, nous, on est encore avec Salesforce, intégré avec les modules marketing de HubSpot. Ça marche très bien. Oui, puis le connecteur, il est intégré, le match, puis tout ça, c'est bien fait. Et donc, juste pour dire, mes équipes ressources humaines et CSM, ils sont avec un helpdesk, Zendesk, excuse-moi. Ils sont capables aussi de voir quand il y a une personne sur le site web qui fait une activité précise, quand il y a des demandes de support, ça passe à travers de HubSpot
et c'est dispatché selon les critères de chaque équipe. Et donc, je peux apprivoiser aussi les opérations et la visibilité 24/7 à travers le site web et HubSpot avec des déclencheurs précis pour les équipes, soit les candidats, soit par exemple, encore une fois, clients déjà existants ou des gens qui sont perdus dans le help center, qui aimeraient avoir éventuellement un suivi commercial, mais qui vraiment sont tombés dans l'application parce qu'on a une application mobile. Hein. Donc, toutes les équipes sont connectées éventuellement avec HubSpot pour avoir 24/7 visibilité des activités online et offline. OK, super. Et, Alexandre, la prochaine est pour toi. Comment HubSpot simplifie-t-il la mesure de votre retour sur investissement? En fait, c'est la rapidité de pouvoir s'en servir. Donc, HubSpot, par rapport à la majorité des autres CRM, parce qu'on en a fait beaucoup, c'est tu ouvres la machine, tu commences les intégrations, tu suis en fait ton processus d'onboarding dans HubSpot et dès les premières heures, en fait, tu mets même un nouveau représentant sans formation, on voit les premiers gains en efficacité, d'avoir la rapidité de ne pas oublier de suivi. Donc, juste d'éviter de perdre un lead, et surtout dans le B2B, donc perdre un lead peut coûter une fortune. Donc, pour nous, cette capacité-là d'avoir, en envoyant, donc d'avoir la note, faire un suivi dans 3 jours automatique, suite à un email, donc on a créé une tâche ou des trucs, peu importe ce qu'on va faire, d'avoir la possibilité d'avoir l'agenda, c'est un game majeur. Donc, on parle facilement dans les premières semaines, on voit une croissance de 50% des tâches qui vont être effectuées par un représentant et ça continue avec une bonne utilisation, une optimisation au niveau des... Je suis peut-être fatigué avec les séquences et les snippets. Dans HubSpot, maintenant, on s'en sert énormément. Donc, on essaie de jamais faire 2 fois la même tâche. Donc, on a les gens connaissent leur hashtag pour avoir le contenu rapidement. Donc, encore une fois, c'est une game de volume, de pouvoir avec une mini-équipe. Donc, on est une équipe présentement de 25 et l'an passé, on a dû refuser le Fast 50 de Deloitte parce qu'il dévoilait notre grosseur. Notre clientèle pense chez nous qu'on est autour de 250 et plus employés dans le marché. Donc, juste par cette efficacité-là qu'on gagne au niveau d'HubSpot. Wow. On ne voulait pas annoncer ça au niveau du marché, plutôt notre marché extérieur Québec. Donc, pour nous, c'est important. Les gens ne comprennent pas comment une si petite équipe on réussit à faire autant, mais c'est automatisé. Ou au niveau d'HubSpot, on a les mêmes mécaniques également au niveau de Zendesk, au niveau du support. OK. Ouais. De ton côté, Max? Mesurer le retour sur investissement? Oui, bien, ne serait-ce que les nombreuses plateformes qu'on a pu déconnecter pour tout centraliser sur HubSpot, bien, les coûts de licence sont sauvés en soi, sont un retour sur investissement. Puis après ça, bien, c'est tout ce qu'on parle depuis tantôt d'opportunités qui auraient pu être perdues juste parce qu'elles ont été ignorées pendant quelques minutes de trop. Puis un compétiteur qui aurait été plus rapide ou la personne se serait désintéressée. Nous, c'est une game de vitesse souvent aussi. Et de volume. Donc, à partir de là, juste avec ces 2 aspects-là, c'est facile de rentrer. Souvent, les gens vont remplir quelques formulaires de free trial. Puis dès que tu peux les arrêter dans leur élan, le mieux que c'est, parce que c'est ceux qui ont un contact, tout ça, c'est bon. Ouais, tu dois être, pour prendre un peu l'exemple d'Alexandre, ben c'est sûr qu'on doit être aussi rapide que les gros joueurs américains qui, eux, vont te répondre parce qu'ils ont des gens assis sur des chaises qui attendent juste ça. Il y a personne qui attend là. Ah oui, ils sont rapides, effectivement. Il faut être aussi rapide. Ouais. De ton côté, Yann, le retour sur investissement? Moi, genre peu comme ça devient à la mode, c'est pas idéal certainement, mais c'est One Man Army, où on l'appelle l'équipe d'une seule personne en marketing. Donc, moi, ça prouve précisément, je peux continuer à être efficace, à faire du marketing pour une équipe commerciale, on voit de 200 employés, etc. Parce que j'ai les bons outils d'automatisation. Et on n'a pas eu besoin de faire un côté marketing operations. C'est une position. Quand tu vends un service de marketing, on a toujours besoin d'une personne qui s'occupe de l'automatisation de marketing. Ouais. Et d'un autre côté, il y a toujours la personne sales operations qui doit s'occuper de l'automatisation du pipeline, du flow commercial. Donc là, tu as 2 positions qui, à mon avis, si tu es assez intégré comme une équipe commerciale, marketing et vente, il n'y a pas besoin d'avoir 2 positions d'opération. Tu peux faire un marketing sales operations et
HubSpot, elle est assez facile pour que toute l'équipe puisse l'adopter, puisse les comprendre et puisse s'en servir aussi des automatisations, comme j'exemplifie à mon avis. Donc là, une personne de Revenue Operations en général s'occupe de l'automatisation, surtout avec HubSpot. Pour Customer Success, pour l'équipe HR et pour l'équipe Sales et Marketing. Donc, on peut économiser en position si tu veux les voir comme ça. Ouais. Puis, est-ce que c'est possible de HubSpot parce qu'il peut t'aider à améliorer tes prévisions de vente? Oui, à mon avis, ça marche très bien quand tu vas déjà tu comprends ton parcours digital. Donc, nous, par exemple, on a découvert au fur des 3 derniers mois, on a les 30% de pipeline qui vient de inbound, peu importe les canaux, mais à la fin, on sait que 30% de revenus aujourd'hui, ça passe via les sites web. Et donc, on peut assez facilement traquer les initiatives avec cette split de 30% et 70% proportion équipe commerciale. Et là, on va aussi évaluer l'utilisation, l'adoption, par exemple, le nombre de courriels, le nombre d'appels, etc., d'un commercial à la fin de l'année ou de quarter. Ça te permet de voir l'histoire au complet. Est-ce qu'on a besoin de plus d'aimants? Oui. Alors, on a commencé à embaucher plus de SDR, par exemple, parce qu'on a vu on a beaucoup plus de pipelines générés qu'on peut fermer. Et vraiment, on commence à ralentir le service level agreement de prendre un lead à 10 heures, par exemple. On avait beaucoup de opportunités, on les a perdues parce qu'elles sont passées de chaud à froid. Donc là, ça nous a permis de voir avec un rapport assez facilement c'est quoi l'interaction, c'est quoi la fréquence, et voilà, tu le fais. Tu prends des décisions. C'est assez visuel, assez fondamenté. Oui, super. Puis de ton côté, Alexandre, est-ce que HubSpot vous aide à améliorer vos prévisions de vente? En fait, tout le module forecast de HubSpot, dès le départ, on rentre nos objectifs de vente mensuels à l'intérieur. On a une prévision qui se crée avec évidemment les pourcentages de chaque stage. Donc, on peut savoir si le mois va être un mois difficile, un mois et aussi les trimestres à venir. Donc, lorsque, évidemment, ta structure d'opportunité est bien gérée au niveau de ton sales cycle dans HubSpot, on réussit à avoir beaucoup de prévisions, effectivement, et tout le reporting built-in, donc qui est natif au niveau d'HubSpot, est vraiment très intéressant de voir, tant au niveau des activités, nous, évidemment, on intègre tout ce qui est le téléphone, pour s'assurer que tous les appels sont logués au sein du CRM, les emails, les tasks et compagnie. Donc, on peut travailler aussi au niveau du nombre d'actions de chacun. Donc, on a toutes les données nécessaires pour rapidement faire notre coaching, faire toute la supervision requise sur un contexte de télétravail, dans un contexte au bureau de présentiel. Donc, de ton côté, Max, pour les prévisions de vente, est-ce que… Bien, évidemment, ça nous aide à mieux suivre tous nos forecasts, voir ce qui s'en vient, voir comment le pipeline se remplit au début. Ça nous aide aussi à identifier rapidement les sources des variations, je dirais, les cas, les deals sur lesquels on doit porter un petit peu plus d'attention, tout ça. Donc, tu as vraiment le big picture. Puis après ça, tu peux aller creuser là, dans un seul et même outil, même directement à partir d'un rapport. Donc, c'est super facile d'utilisation. Tu as toujours une vue à jour. Donc, rien de ce côté-là. Ça ressemble un peu, dans le fond, ça ressemble un peu toutes les deux, Alexandre puis Max. Là. Puis, je vais y aller avec Yann parce que je pense qu'il va devoir il va devoir se déplacer bientôt, mais ce serait quoi les points faibles de la plateforme HubSpot? Parce qu'il n'y a pas juste des points forts, j'imagine qu'il y a des points faibles aussi. Ouais, ben, c'est un peu difficile de comprendre comment faire les suivis avec des modes précises. Je pense que c'est très, très puissant les services clientèle que tu as du côté HubSpot. Moi, je me suis appuyé plusieurs fois dans la communauté. Il y a des forums et il y a des questions qui sont répondues illico. Mais si jamais j'invite à tout le monde de comprendre c'est quoi la relation qu'il faut bâtir avec ton CSM. Donc, c'est ton attaché juste à toi, à ton compte. Et d'habitude, moi, j'apprivoise la relation toujours pour négocier un bon escompte au renouvellement à tous les années. Ouais. By the way, Parcours est très, très bon pour nous aider à avoir visibilité. C'est quoi qui est un bon module, c'est quoi qui est un bon achat. Et ensuite, c'est un peu difficile, comme j'ai dit, de comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour t'en servir de tous les supports qui existent aujourd'hui à HubSpot. Il y a un système de tickets assez efficace, assez rapide,
Avant, je faisais preuve d'utilisation d'un pigiste, d'une personne dans mon équipe qui va gérer une chose, qui va régler une chose. Et HubSpot peut le faire pour toi. C'est assez facile, c'est assez rapide. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude, s'il y a une complication technique, je fais une évaluation 1 à 5. Je dis si c'est 1 à 3, alors je fais un ticket dans HubSpot, j'attends une semaine et c'est résolu. Il ne doit pas investir de temps. Et ça vient déjà avec ton prix que tu payes. Ça, c'est partie de l'expérience de HubSpot. Mais c'est vraiment difficile de t'habituer à prendre cette habitude de savoir quoi faire après. Bon, au moment, c'est très difficile de savoir quoi faire après. J'aimerais que le chat soit plus comme intelligent, un peu plus comme supportif, que tu ne dois pas autant de chercher les propres moyens. Il y a autant déjà aujourd'hui dans HubSpot que c'est vraiment difficile de te trouver. Tu ne sais pas si tu pars en personne, tu fais un ticket, tu demandes à un ami ou quoi. Donc, c'est juste ça, un peu de l'aide pour naviguer et apprivoiser tout l'écosystème HubSpot. OK, c'est bon. Puis de ton côté, Alexandre, les points faibles de la plateforme? À première vue, c'est sûr que quand on regarde le pricing d'HubSpot, ça peut être un des points faibles. Mais, évidemment, lorsqu'on fait le retour sur investissement, c'est intéressant. Des fois, ce serait intéressant d'avoir des fonctions plus dans ta grosse entreprise, ce serait intéressant de les avoir maintenant, mais que tu n'as pas le choix d'attendre, faute de budget. Surtout lorsqu'on rentre dans les suites marketing, où c'est quelque chose quand même assez onéreux. Aussi, HubSpot, j'ai très peu expérimenté justement l'intégration d'autres softwares parce qu'on essaie d'intégrer Zendesk malgré nativement, donc on a juste manqué de temps de pouvoir aller plus en profondeur. Je dirais, c'est à la fois une faiblesse, mais une force d'être entièrement, ça roule sur soi-même. Donc, pour nous, on le voit ça comme un plan positif, qu'on sait que peut-être dans l'avenir, pour la gestion des comptes existants, la façon qu'on veut travailler, probablement qu'on va avoir beaucoup de personnalisation à faire via les API pour tomber dans d'autres systèmes. Donc, mais ça, je pense que c'est toutes les plateformes qui ont cette problématique-là. On les verrait chez Salesforce ou autres là, dans le marché. Donc, c'est une question de mettre le temps nécessaire, les coûts de développement pour avoir l'outil qui se personnalise à nous, là. Oui. Non, tu as raison. La personnalisation du back-end n'est pas vraiment possible, dans le fond. Là, avec d'autres plateformes, c'est possible, mais en même temps, ça vient qu'un inconvénient. Si tu veux personnaliser ta plateforme, ça va prendre du temps, ça va coûter, bien évidemment, ça va coûter de l'argent aussi, mais c'est Exactement. tu as des points forts qui sont. C'est le point fort qu'on avait au début, nous amène une limite plus tard, et ça, il faut le comprendre, il faut en être conscient. Que mais encore là, ça ne vaut pas la peine d'investir les centaines de milliers de dollars que ça nous coûterait pour aller vers un Salesforce, par exemple, pour avoir ce qu'on avait outside of the box dès le départ avec HubSpot. Ouais. De ton côté, Max, tantôt, tu as parlé un peu du module plus service. Tu disais vente marketing n'est pas vraiment de point faible, mais il doit en avoir quand même. Il y en a certains, mais mon principal point faible, je dirais que c'est le chat. C'est celui qui nous fait un peu s'arracher les cheveux des fois. C'est ici où les règles sont quand même limitées. Puis bon, une fois de temps en temps, il y en a une qui embarque pas là, dans les ouvertures, automatisation, tout ça. Je dirais que c'était vraiment le module. On le garde parce qu'avant, on était avec Intercom et évidemment, les coûts sont assez élevés. Donc, les pertes de features pour nous ne sont pas assez grands pour justifier là, l'investissement ici, mais ça reste le module qui aurait peut-être besoin d'un petit peu d'amour. L'autre point, c'est tout ce qui est import, connexion de données, de ne pas avoir je dirais, de fail-safe ou de possibilité de voir. C'est arrivé souvent qu'on a fait des tests d'import de données qui ont créé un nombre de doublons là, assez impressionnant là-dessus. Donc, de ne pas avoir de zone de test là-dessus à l'image de ton compte, c'est quelque chose qu'on apprécierait à l'occasion. Ça en vient. En fait, malheureusement, c'est juste accessible aux versions Enterprise là, que tu peux avoir comment ils appellent ça déjà, un sandbox, en fait. Là. Puis tu peux faire des tests dessus. Pour les importations aussi, normalement, c'est assez simple de revoir tous les contacts que tu as importés par une importation précise, puis de revenir à l'arrière et les effacer. Là. Parce que nous autres aussi, ça nous est arrivé d'importer dans le mauvais hub. Parce qu'on a un test, comme partenaire, on a un test portal, on a un sandbox dans lequel on peut faire des tests. Là. Et je sais que malheureusement, les clients d'HubSpot qui n'ont pas la version Enterprise, ils n'ont pas accès à ça. C'est un pain quand même, mais pas assez. C'est un défi. Ou juste des fois de voir avant ton importation quels workflows vont se déclencher.
Puis là, tout d'un coup, le owner a été mal tagué dans l'import, puis là, ça déclenche un paquet de workflows d'assignation, puis c'est arrivé par le passé, puis c'était pas toujours agréable. Ouais. Là, il y a une autre, si tu veux, comme un fondement qu'il faut toujours appliquer quand tu travailles avec une importation d'une autre plateforme. Il faut t'assurer que les syncs soient bidirectionnels, mais quand tu fais l'importation, tu peux les mettre en sourdine, tu peux les mettre en post. Parce que sinon, il y a un loop infini que tu peux voir s'il y a une mauvaise importation à un moment donné. Une plateforme va trouver un lead et puis le lead, c'est pas bien rentré. Donc, il va réécrire et encore une fois, il va réécrire la même information. Donc, malheureusement, il n'y a pas comme cette importation de voici les contacts, tu veux les réviser. Une fois que tu cliques, c'est fini déjà. Tu ne peux pas revenir en arrière, il faut comme tout mettre en pause et il faut tout ranger à la main. Mais c'est le moins des occasions. Oui, c'est bon. C'est un bon truc. C'est une bonne chose à savoir. D'ailleurs, il y a deux questions qui se ressemblent un peu, là, mais si vous aviez à refaire le processus d'implantation, ce serait quoi que vous pourriez faire différemment? Donc, dans un même sens, c'est quoi les erreurs à éviter dans le processus d'implantation d'HubSpot? Yann? Pour moi, c'est vraiment faire les syncs de qu'est-ce que tu veux importer et qu'est-ce que tu ne veux pas importer du tout. De cette façon, tu vois, au niveau des champs, au niveau des listes, au niveau des contacts, au niveau des bases de données à l'avance. Et les deuxièmes, ça va être très important, c'est à partir quand est-ce que tu veux que soit les workflows ou les automatisations prennent place. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dont les API, l'API call, ça prend beaucoup de bandes passantes. Et donc, un jour, je fais toute l'importation de HubSpot avec Salesforce et ça consommait tous mes crédits Salesforce. Donc, l'équipe commerciale était bloquée pour le reste de la journée parce que toutes ces informations rentraient, on n'était pas synqué en temps réel. Donc, cette côté technique de quand tu appuies les boutons, qu'est-ce qu'il faut? J'ai l'exemple de MailChimp. Quand tu appuies les boutons Send, ça te dit exactement qu'est-ce qui va passer. C'est un peu ça qu'il faut prendre toujours en considération. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est bon, merci. Alexandre? Moi, en fait, j'aurais aimé le découvrir avec une prise de temps, en fait, de ne pas le découvrir sur le tas, donc de l'implanter, de l'apprendre au fur et à mesure, d'avoir planifié cette migration-là. Ça serait, à mon avis, intéressant parce que lorsqu'on se laisse envahir dans des startups par le load de travail. Donc, on repousse, puis ce qui était temporaire devient permanent. Donc, on a un héritage de beaucoup de contacts qui ne sont pas classés, perdus, qu'on ne recycle pas. Donc, évidemment, il faut faire du rattrapage avec le futur, dans le passé. Aujourd'hui, ce qu'on aurait pu évidemment éviter de faire au départ, mais il y a ça, puis évidemment l'aspect, on aurait dû s'informer pour les rabais possibles, évidemment, au niveau des startups. Justement, à cette époque-là, en plus, on est dans un incubateur reconnu. Bref, ça aurait été intéressant. Oui, effectivement. Il y en a qui ont passé à côté de ça. En plus, c'est une énorme économie, là. Puis, de ton côté, Yann? Comme je l'ai dit, c'est la relation avec mon partenaire. Et là, je mets en avant, par exemple, la relation que j'ai eue avec Parcours, parce que j'étais capable de gérer un compte international. Éventuellement, mon compte assigné était aux États-Unis. Après, je ne comprenais pas du tout cette cycle que tu peux avoir un module, mais ça ne va pas commencer nécessairement en montant que ton étente. Donc, quand tu commences à customiser ton contrat, tu as les risques que, par exemple, mon contrat finissait tous les juillet. Donc, je savais à juillet, il faut négocier. Mais les modules, ils commençaient en septembre. Donc, il faut payer 12 fois par année. Et là, au niveau des PNL, c'est vraiment difficile de gérer ce type de renouvellement automatique qui arrive avec une carte bancaire corporative. Donc, c'est une des choses que je recommande à tout le monde. Si tu n'as pas le temps de les faire en conscience, prendre un partenaire. Ça ne prend pas du temps. Ça va vraiment gérer la relation. Et en plus, les escomptes, comme disait Alex, sont vraiment cachés, mais c'est un bon moment toujours à mi-année et surtout environ l'événement annuel de HubSpot Inbound. Tous les années deviennent de plus en plus intéressants. Là, tu apprends les nouveaux modules et d'habitude, quand il y a une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité annoncée lors de cet événement, il y a des promotions intéressantes parce que c'est précisément les lancements du produit. Donc, à tout le monde apprivoiser environ septembre. Si vous voulez tester, mettre vos pieds sous l'eau, c'est un bon moment pour commencer avec HubSpot environ septembre, octobre.
Oui, juste avant Inbound. En fait, ils annoncent toujours des augmentations de prix après Inbound aussi. Exact. Donc, attention, ils annoncent plein de nouveaux features, mais ça coûte toujours un peu plus cher. C'est, puis, ils font beaucoup des nouveaux features qu'ils font. Ils focusent beaucoup sur les suites Enterprise. Donc, ils essayent, dans le fond, de nous amener à upgrader les hubs, là, la plateforme. Ils donnent de plus en plus de valeur au hub supérieur, là, donc ce qui est normal, dans le fond. Là. Puis, il y a une question qui a été posée par Jacques Fortin. Quelle est l'ampleur des pipelines des intervenants en nombre de transactions? Je ne sais pas si, si vous pouvez répondre à ça. L'ampleur des pipelines, peut-être le nombre de transactions que vous avez dans votre pipeline à peu près, ça ressemble à quoi de ton côté, Max? Je te dirais que ça dépend du pipeline. Nous, on a trois pipelines. Là. On a séparé ça en tout ce qui est lead à qualifier, inbound, outbound. Ça, on parle de quelques centaines là, par mois là, dans chacun de ces pipelines-là. Puis si on arrive vraiment dans tout ce qui est account management, gestion de compte, on a peut-être une trentaine, quarantaine de nouveaux deals qui vont être pris en charge à chaque semaine, à peu près. Chaque semaine, OK, quand même. Donc, ça en fait quand même. Pas nécessairement qu'ils vont tous se closer chaque semaine. Non, mais c'est ça. Mais, de nouvelles business là, qui entrent dans le pipeline, je te dirais que pour donner un ordre de grandeur approximatif. Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est un nombre de transactions qu'ils voulaient savoir. Puis c'est ça, un pipeline, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se closer, mais. On aimerait ça. Ouais, de ton côté, Alexandre? Mais en fait, nous, on travaille beaucoup, comme on est dans des marchés verticaux, on n'utilise pas ça de la même façon. C'est sûr qu'on crée énormément de deals prospects. Donc, on essaie de documenter l'entièreté de notre marché vertical à l'intérieur. Après ça, on va aller chercher, on va en convertir dans les stages Connect and Qualify et suivant, peut-être par représentant. On roule présentement à 8 reps. Donc, à peu près une centaine chaque par mois qui vont finir à peu près pour le donner autour à la fin du mois, peut-être, je dirais, overall, 40-50 nouveaux projets. Puis nos projets, c'est des projets qui varient. C'est variable, c'est du revenu récurrent entre 10 000 par année chacun jusqu'à du million chacun. C'est très, très. Ça dépend de la grosseur du business. On a des clients qui ont 4 postes de 4 users. J'en ai d'autres qui s'en vont sur 3000 postes. Donc, c'est très, très variable. C'est un peu la même chose de ton côté, Max. Je pense qu'il y a des clients qui peuvent y avoir 100 employés, d'autres qui vont en avoir 10. Puis... Exactement. Ouais. On aime dire qu'on supporte des entreprises de 5 à 5 000, puis c'est réellement ça. Là, on peut avoir une semaine où on a 40 deals de 15 licences chaque. Bon, c'est un peu moins drôle. Puis après ça, la semaine d'après, c'est du 100, 200, 500, 1500 employés. Donc, on y va vraiment, on navigue avec ça. Puis après ça, c'est d'avoir un bon processus de qualification, de prise en charge par taille de compte là, pour bien prioriser tes efforts. Ouais. On peut en parler longuement de ça. Yann, de ton côté, moi, je ne peux pas parler beaucoup en détail au niveau de revenus, mais juste pour donner un exemple pour la question, nous, on a commencé à la base comme une application. Donc, l'application, il a un pricing au niveau de usagère, poste et aussi licence pour compte. Donc, il y a beaucoup de transactions. Les montants sont vraiment variables et on est capable de gérer quand même aussi les pipelines différents devises. Donc, on utilise des euros, des dollars américains, des dollars canadiens. Et donc, juste pour donner un exemple précisément de l'ampleur du pipeline, on peut faire environ 5000 différentes factures par mois. Et ça dépend vraiment, encore une fois, du compte, de la région, etc. Mais au volume de transactions, on peut gérer n'importe quel volume. Et il y a beaucoup de variables customisées de notre côté, telles que, comme j'ai dit, les montants et aussi la devise, sans aucun souci. OK. Oui, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de volume de votre côté, là. Puis, j'ai la dernière question, en fait, pour conclure. C'est pourquoi HubSpot, c'est un incontournable, selon vous? Donc, Alexandre? En fait, simplicité d'implantation de départ, t'accompagne bien, sauve beaucoup en main-d'œuvre. Donc, surtout dans un contexte de pénurie, le plus qu'on peut faire avec les gens de talent qu'on réussit à aller chercher là-dedans. Je sais qu'à un moment donné, je vais dire, on a offert aux ventes, voulez-vous qu'on évalue d'autres logiciels qu'HubSpot pour justement poursuivre notre croissance. Et c'est un gros non catégorique. Les gens adorent le produit. Ouais. Donc, c'est très, très, très intéressant au niveau de l'adhérence de l'équipe de vente.
Donc, dans d'autres CRM, il faut que tu forces à l'utiliser. Tandis qu'HubSpot, c'est naturel, c'est intuitif, donc ils vont l'utiliser et ils voient l'avantage réel. Puis, évidemment, c'est plus de commission pour appel du mois. C'est un fait. De ton côté, Yann? Pour moi, c'est au niveau de la puissance d'automatisation et la puissance de liberté que tu as pour gérer ton équipe comme tu veux. C'est vraiment facile à prendre des décisions au niveau de la main d'ouvre, mettons, ou les accounts que tu as besoin. Ça, c'est une discussion que ça ne passe jamais bien parce que ça implique beaucoup des équipes, mais tu as toutes les informations et toute la flexibilité, même pour tester. Dans mon cas, par exemple, je commençais avec des stagiaires. C'est assez facile de faire un onboarding par un stagiaire avec HubSpot, contraire à des autres systèmes où simplement les temps que la personne va s'entraîner pour devenir opérationnel, ça va prendre déjà beaucoup tous les prix que tu investis dans les salaires. Donc, c'est très important la liberté d'orchestrer tes opérations et ton équipe comme tu veux avec. Et pour moi, je ne me passe pas. Super, merci Yann. Max? Simplicité, clé en main, honnêtement, et support. On a eu quand même du bon support de notre côté d'HubSpot et après ça, on a pu compenser le reste, évidemment, avec votre équipe chez Parcours. Fait que, cette facilité d'ajouter des processus, de revoir nos processus, c'est clairement un gros avantage par rapport à d'autres plateformes où on peut se perdre longtemps avec des consultants puis des projets non finis. Qui peuvent drainer beaucoup de jus là, chez nos gens. Là, on a besoin de quelque chose, c'est pris en charge. J'ai engagé une nouvelle directrice de vente. Elle a voulu améliorer ses processus. En dedans de 2 jours, elle n'avait jamais travaillé avec HubSpot. Elle a été capable d'aller créer plein de choses, ne serait-ce qu'avec les bases d'informations disponibles. Ce n'était pas des rocket science là, ou quoi que ce soit, mais elle a été capable de mettre ça à sa main, augmenter l'efficacité de ses équipes, puis c'est toujours ça avec HubSpot. On a une idée, on le met en place. Et on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont spécialisés ou ultra spécialisés nécessairement. Dans le fond, c'est l'autonomie. L'autonomie que ça peut donner à une équipe marketing et de vente, là, c'est assez intense. Là. C'est clair. De notre côté aussi, on a... quand les gens comprennent bien, là, puis ils prennent le temps de vraiment dire, OK, quels seraient les avantages pour moi de l'utiliser, puis normalement, on n'a pas de problème d'adoption. Là. Les gens se disent, wow, OK, ça va vraiment m'aider. Je vais commencer à l'utiliser. Je vais sauver du temps. Je vais éviter des erreurs. Les choses vont s'automatiser tout seul. Je n'arrive pas à le faire. C'est à un moment donné. À la limite, ça en est trop facile des fois. C'est pour ça qu'on avait travaillé ensemble l'été passé. C'est que les gens avaient tellement créé de workflow. Puis qu'à un moment donné, on a fait Frank Time, je pense que vous avez fait la même chose à 2-3 places. On va aller faire un ménage. Puis là, vous êtes rentrés, je pense que ça a pris 1 mois, tout était propre. Puis il n'y avait pas tant d'erreurs que ça. En général, c'était juste, je pense, non, mais c'est en même temps, quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas, puis là, tu configures une automatisation par-dessus l'autre parce que tu ne sais pas ça existe déjà, c'est pas évident d'avoir une bonne idée de tout ce qui est... Non, mais au moins, il avait pu le tester. Il avait pu le mettre en place. Ça avait déjà fait des gains incommensurables sans faire un long analyse, cahier des charges, développement. Ben là, nos gens ont mis ça en place. Vous êtes venus, vous avez peaufiné un peu tout ça, mais on était opérationnel déjà. Donc, c'est du peaufinage après ça. Puis c'est génial d'avoir une plateforme comme ça. Ça nous permet de tester, d'itérer, d'aller de l'avant beaucoup plus vite. Là. Non, c'est clair. C'est clair. Moi, je n'ai pas été convaincu, là, mais je suis convaincu. Mais on va laisser aller. J'espère que tu es convaincu parce que sinon. Non, mais en même temps, comme partenaire, on est comme un peu. On doit l'utiliser, évidemment, sinon c'est un peu bizarre de ne pas l'utiliser. Puis en l'utilisant, on s'est rendu compte, nous autres aussi, on a eu les mêmes gains que les clients, là, dans un sens que, l'impression, on ne peut pas sortir de ça, c'est clair. Là. L'autonomie que ça a amené à notre équipe, à l'équipe marketing, c'est hallucinant pour vrai. Là. On est en ces 2 mondes là, complètement. Avant, ça prenait du temps là, pour développer des trucs. Puis c'est pas qu'on n'était pas capable, c'est juste que les gens sont occupés à faire autre chose. Les programmeurs, tout ça, ils s'occupent des clients. Puis bon. Je pourrais en parler longuement, mais je vais laisser les gens aller manger. Je vous remercie énormément, chacun d'entre vous, Yann, Max, Alexandre. C'était super intéressant. Puis, pour ceux qui se le demandent, parce qu'on se fait toujours demander, le webinaire est enregistré, donc on va vous envoyer les liens pour que vous puissiez le réécouter, puis le diffuser à vos collègues s'ils sont intéressés. Donc, sur cela, je vous souhaite une super belle fin de journée. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci pour l'invitation, Mathieu. Bonne journée, Mathieu. Et à tout le monde.